Alors bonsoir Stéphane. Merci d'être venu pour ce premier podcast et ce premier vidéocast, ce premier webinaire de l'année 2017. C'est donc une expérience que j'avais faite l'année dernière, en 2016. J'avais essayé de commencer à faire ces webinaires que j'ai transformés en vidéos mises sur YouTube et puis après j'en ai fait des podcasts. Et puis ça a bien marché, donc j'ai décidé de continuer en 2017. Alors pour ceux qui ne me voient que sur YouTube, il faut savoir que je ne peux pas voir vos questions. Donc si vous voulez participer à un de mes webinaires, il faut vous inscrire au travers de malka.tv et là vous pourrez poser vos questions si vous voulez participer de façon plus interactive au webinaire. Alors aujourd'hui, j'ai pensé démarrer l'année en parlant du traitement silencieux. C'est-à-dire les personnes qui ont une tendance à bouder, si on veut dire ça comme ça. Avant vraiment de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle donc Cyril Malka, je suis psy cognitif et comportemental. À la base, j'ai démarré comme psychanalyste et je me suis très rapidement orienté vers une façon plus directive et efficace de traiter les gens. Et je suis également hypnothérapeute. Ça doit faire maintenant 25 ans que j'ai commencé à bosser en tant que psy et bien une quinzaine d'années avec l'hypnose. Vous pouvez voir plus d'informations, lire plus d'informations sur ma page principale, sur malka.fr. Là, il y a tout un truc avec mon parcours, etc., etc. Et puis plein de textes très intéressants si ça vous dit. Maintenant, passons en fin de compte au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les personnes qui ont cette tendance à bouder, mais cette grosse tendance à bouder et à faire la gueule, comme on peut dire. On peut les réunir en plusieurs catégories. Vous avez la personne qui est directement sociopathe et qui va donc utiliser ces plages de silence ou ces périodes de silence pour mettre la pression sur son partenaire ou sur son environnement jusqu'à ce que la personne craque quelque part. Ça va être utilisé comme un chantage affectif, ça va être utilisé comme une façon de contrôler, de manipuler. Vous avez la personne qui est narcissique ou qui a une forte tendance narcissique, qui elle aussi va plus facilement se sentir blessée, très facilement blessée par un mot dit en l'air, par une chose qui n'est pas, on n'est pas suffisamment attentif ou ce que vous voulez. Pof, la personne va partir en vrille. Et il y a là aussi très souvent une bonne part de manipulation pour ce qui est du narcissique. C'est-à-dire que le narcissique va aussi également utiliser ces longues plages de silence justement pour manipuler, pour obtenir ce que cette personne veut. Et enfin, on a la personne qu'on appellera l'adultescent ou l'adultescente, parce que, encore une fois, là, sur l'image, pour ceux qui ont la vidéo, j'ai utilisé un homme pour illustrer la personne qui boude, mais cela peut tout aussi bien être une femme. Il n'y a pas, que je sache, il n'y a pas vraiment de statistiques qui diraient que les hommes ont plus une tendance à bouder que les femmes, etc., etc. Ça peut se trouver des deux endroits. Maintenant, j'ai déjà couvert le sujet sociopathe, narcissique, etc. dans d'autres vidéos. Donc, je ne vais pas faire une redite et ça ne va pas être le sujet qui va nous intéresser parce que si vous êtes en couple avec un sociopathe ou une sociopathe, vous avez d'autres problèmes que le fait qu'il vous fasse la gueule ou qu'elle vous fasse la gueule à intervalles réguliers. Donc, ce ne sera pas la première des choses à laquelle s'occuper. Par contre, si vous êtes dans une relation que l'on pourrait, à part ça, considérer comme une relation comme il y en a tant, ça peut être un plus gros problème parce que quand le fait de bouder est un élément seulement du sociopathe, donc où il y en a d'autres qui sont bien plus importants, dans une relation qui n'est pas avec un sociopathe où les choses pourraient aller bien, le fait que la personne boude de temps à autre peut par contre déstabiliser beaucoup la relation. Là, j'ai écrit le nom de cette personne parce que c'est un japonais. C'est une histoire qui est sortie il y a quelques jours et c'est pas ça qui m'a inspiré à faire cette vidéo. Mais c'est en fin de compte Otu et Katayama Yumi. J'ai écrit le nom parce que sans ça, je ne m'en souviendrai pas. C'est donc un couple de japonais
Et en fin de compte, lui, il a fait la gueule à sa femme pendant 20 ans. Il a tenu 20 ans. Pendant 20 ans, il n'a rien dit d'autre qu'un et éventuellement faire oui ou non de la tête. Mais il ne lui a pas adressé la parole pendant 20 ans. Ce qui s'est passé, c'est que l'un de ses enfants, ils ont 3 ou 4 enfants, qui avait 18 ans, et alors là, c'est là au moment où ma femme me dit, mais dis donc, 18 ans, ça veut donc dire qu'en fin de compte, ça faisait 2 ans qu'il lui faisait la gueule quand il a eu, cet enfant. Bah oui, mais en fin de compte, il n'y a pas besoin de parler pour faire des enfants, comme vous pouvez le voir. Mais bref, l'un de ses enfants, donc, qui avait 18 ans, les a inscrits à un programme télévisé japonais où il s'occupe de différentes choses, de différents conflits, etc. Et donc, ce programme de télévision les a invités à venir sur le banc où ils ont fait leur première rencontre. Et en fin de compte, les ont obligés, en fin de compte, à parler. Les ont fait parler tous les deux. Et c'était la première fois que, entre autres, ce petit garçon, ce jeune homme de 18 ans, en fin de compte, avait entendu ses parents parler ensemble. La raison pour laquelle il lui a fait la gueule pendant 20 ans, c'est que, en fin de compte, quand ils ont eu leur premier enfant, elle s'est occupée beaucoup de lui et il s'est senti mis de côté et donc il lui a fait la gueule. Et donc ça a duré 20 ans. Alors, lorsque j'ai annoncé ce webinaire, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont envoyé des exemples de personnes qui leur ont fait la gueule, mais jusqu'ici, là, c'est la personne qui a eu le record. Et là où la chose est importante, c'est que ça touche certains des points dont je vais parler ce soir. Donc cette situation illustre parfaitement certaines de ces choses. Nous sommes dans une société où on a ce qu'on appelle le concept à l'origine américain du kidult. C'est-à-dire c'est un mélange entre kid, un gosse, et adult, un adulte. Et c'est donc ce qui a donné en français l'expression un adultescent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un adultescent? Un adultescent, ça peut être un homme ou une femme qui, quelque part, a gardé un côté ado, une personnalité d'ado sur beaucoup de points importants de son caractère. Alors, si c'est un garçon, il y aura plus une tendance à être dans tout ce qui est gadget, vidéo, électronique, etc., etc. Dans ce qui est une femme, ça va s'exprimer d'une autre façon. Ça va s'exprimer d'une façon d'être plus féminine, d'être une ado avec certaines choses, maquillage, etc. Enfin, certains désirs, les pluches, être une petite fille, etc., etc. Donc, dans les lignes générales, un adolescent va ressembler à un adolescent, mais qui n'a pas grandi quelque part. Là où commencent certains des problèmes, c'est que, en fin de compte, les adolescents, économiquement, c'est un marché. C'est un marché très important, parce qu'en fin de compte, on a des personnes qui ont des envies de gosses, mais qui ont les moyens de payer. C'est donc un marché très juteux, et vous allez trouver beaucoup de pubs, beaucoup de programmes télé, beaucoup de choses auxquelles on pourrait penser qu'elles sont faites pour des enfants, mais qui en fin de compte sont prévues et sont faites pour des adultes. C'est une forme d'humour que les adultes peuvent comprendre, ça va être des choses qui vont intéresser plus les adultes que les gosses en fin de compte. Enfin bref, c'est un marché très juteux qui rapporte des millions, et qui, en plus du fait où lorsque ces gens entrent en couple, et ça on le verra d'ici un instant, cela pose beaucoup de problèmes, et bien en plus de ça, ça donne du fric à pas mal de psys qui donc peuvent avoir et lui et elle en thérapie pendant des années et des années et des années, surtout si on remonte en enfance et puis qu'on voit qu'est-ce qui a pu se passer, etc., etc. Donc on n'en finit pas. Donc c'est quelque part une source de revenus très profitable pour beaucoup de gens dans la société actuelle. Donc le problème de l'adolescent, il est double parce que quelque part, il a le problème général de se comporter et de se sentir quelque part comme un ado. Et puis, plutôt que de travailler ce problème, eh ben, il est réconforté ou elle est réconfortée dans ce problème par tout ce qu'il y a autour. Donc ça complique énormément la tâche pour certains d'entre nous. Alors, de quoi vient ou comment
comment arrivent ces adultescents, en fin de compte? Comment on en vient? Eh bien, en fin de compte, ce sont des personnes qui, quelque part, sont passées de l'âge enfant à l'âge ado, à l'âge adulte, extrêmement lentement, et qui n'ont aucune tolérance à la frustration. Il y avait une étude qui avait été faite par une chaîne de télévision anglaise qui voulait voir un petit peu quand est-ce que les gens se considéraient comme adultes, etc., etc. Et comme on a toujours appris d'ailleurs, les femmes ou les filles, comme on disait à l'époque, elles devenaient adultes plus rapidement que les garçons. Et bien là, c'est encore le cas. Il y a une différence de 11 ans. C'est-à-dire que la plupart des femmes se disent adultes et mûres à l'âge de 30-32 ans. Et la plupart des hommes se disent mûrs et adultes à l'âge d'environ 43 ans en moyenne. Donc, 11 ans plus tard. Et même là, il y a toujours des problèmes. Donc, ce qui se passe, c'est que quelque part, quand on a des enfants, quand l'enfant a 2-3 ans et qu'il commence à faire des caprices, logiquement, le rôle des parents, c'est de lui apprendre que des fois, on n'a pas toujours ce qu'on veut, que les caprices, ça ne sert pas à grand-chose, qu'il ne faut pas, etc., etc. Mais dans la société moderne et dans les dernières 20-30 années, en fin de compte, on a eu une tendance à laisser couler, à donner, à acheter, à offrir. Et on n'a pas appris aux enfants à surmonter la frustration. À surmonter la frustration de devoir attendre, à surmonter la frustration de ne pas avoir certaines choses, etc., etc. Maintenant, je suis peut-être d'une autre génération, enfin je le suis, et je me souviens par exemple quand j'étais gamin, il y avait une voiture de glace qui passait dans la rue. Bon, il avait une petite sonnette, il sonnait, il y avait la sonnerie des glaces. Et alors, dans ce cas-là, je courais à la maison si j'étais dehors, et puis j'allais demander des sous à ma grand-mère, parce que j'habitais chez ma grand-mère, pour acheter des glaces. Des fois, ma grand-mère disait oui, et des fois, ma grand-mère disait non. Et je me souviens qu'un jour où elle avait dit non, je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, c'est pour que tu apprennes que on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. J'avais trouvé ça vachement bizarre à l'époque. Oui, enfin bon. Mais c'était un principe. C'est un principe qui fait que les enfants apprennent, petit à petit, que on n'a pas toujours ce qu'on veut. On ne peut pas toujours avoir le jouet qu'on veut, on ne peut pas toujours avoir ceci ou cela. On peut éventuellement, comme nous l'avions fait avec notre fils à un moment donné, qui voulait un jouet très cher, il a dit, voilà, nous on veut bien donner des sous pour ton jouet, mais le reste, il faut que tu l'économises sur ton argent de poche. Tu fasses des économies pour pouvoir t'acheter ce que tu veux. Ça se fait plus trop en ce moment, pour une raison ou pour une autre, on préfère tout simplement donner aux enfants ce qu'ils veulent. Bien aidés par les psychanalystes qui nous ont mis dans le crâne quelque part que ces pauvres petits choux ne peuvent pas supporter la frustration et que s'ils doivent être frustrés et s'ils ne peuvent pas avoir leurs besoins ou leurs envies, si on ne vient pas à leur donner ce qu'il faut, on risque de les choquer, de les traumatiser pour la vie et puis plus rien ne va. En fin de compte, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on obtient un ado qui n'a pas l'habitude de penser aux autres, qui n'a pas l'habitude de supporter de ne pas avoir ce qu'il veut, qui n'a pas l'habitude de penser à autre chose que soi-même. Et cela explique la montée, quelque part, du nombre de personnes à personnalité narcissique que l'on peut voir autour de soi, et donc aussi, également, des adultescents, que ce soit des hommes, ou que ce soit des femmes, ou que ce soit un petit peu ce qu'on veut. Alors maintenant, on peut tous, de temps en temps, un petit peu faire la gueule. Alors la différence, elle vient d'où exactement? La différence, elle vient que pour ces personnes, pour ces adultescents, quelque part, ils se sentent très facilement mis sur la touche, mis de côté. Et là où est le gros problème, non seulement c'est la frustration, mais c'est lorsque les enfants commencent à arriver dans le couple.
Et c'est là où on a le plus de retours de personnes qui ont des problèmes dans leur couple, avec leur mari ou avec leur petit copain ou avec leur femme ou leur petite copine. C'est au moment où l'adulte doit se comporter en adulte et pas comme un enfant supplémentaire. Je me souviens, j'avais une cliente qui m'avait expliqué qu'en fin de compte, elle était avec un partenaire, elle était avec son copain, et tout se passait bien. Bon, il était un petit peu gosse sur les bords, mais bon, il avait des soirées où il allait avec ses copains en ville, mais ça ne la gênait pas. Il avait aussi des soirées où il jouait aux jeux vidéo, il avait pas mal de bière dans le frigo, et bon, bah, c'était pas un souci. Elle faisait à manger, elle s'occupait du ménage, de la maison, elle était une bonne femme au foyer, si on peut dire ça comme ça, et puis donc tout allait bien. Jusqu'au moment où est arrivé le premier enfant. Là, les choses ont, pour ainsi dire, explosé parce que tout d'un coup, elle s'occupait de son gosse, bien entendu, c'est ce qui est normal. Et lui, il s'est retrouvé, enfin d'après lui, il s'est retrouvé mis sur la touche. Et il a donc réagi en enfant frustré, qui ne peut pas obtenir ce qu'il veut. Et puis il a commencé à faire la gueule pour un oui ou pour un non, pour une petite chose, etc. Et il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, il y avait toujours un problème, ce qui fait que, en fin de compte, elle pensait se séparer de lui parce que les choses ne pouvaient tout simplement plus continuer comme ça. Comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui est adultescente? Il y a plusieurs signes qui peuvent vous mettre ou qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille. Alors, une personne qui est adultescente ne vous mettra jamais, ou pour ainsi dire jamais, parce que bien entendu en psychologie on ne peut jamais dire jamais ou toujours, mais elle ne vous met la plupart du temps jamais au premier plan. Ça va toujours être lui ou elle, ses sentiments, ses émotions, ses pensées, ce qu'il pense ou ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'il ressent. Ça va toujours être le plus important. Alors je suis d'accord, nos propres émotions, nos propres pensées sont bien entendu très importantes pour nous et il faut bien entendu en être conscient et y subvenir. Mais il y a aussi un monde aux alentours, il y a une famille aux alentours, avec des enfants même des fois, et donc dans ce cas-là, on est obligé de changer certaines de ses priorités. Et cela peut paraître, pour ainsi dire, impossible dans les situations avec un ou une adultescente. Cette personne va plus ou moins tout ramener à lui ou à elle, le cas échéant, lorsque les choses vont mal. Ça va toujours être lui ou elle qui est au centre et qui est blessé et auquel on n'a pas pensé et qu'on a oublié, etc. Il ou elle est la victime. Ça, c'est le point numéro 2. C'est une personne qui va se poser très souvent en victime de choses qu'on lui a dit, de choses qu'on lui a faites. Et après un certain temps, l'autre partie se voit tout simplement marcher sur des œufs parce qu'un mot mal dit, une action mal faite, quelque chose qui ne se passe pas comme il le faut, et pof, ça y est, on démarre tout un truc où la personne se victimise et commence à parler de soi, etc. Et vous ne pouvez presque pas en placer une, hein, attention. Hein. Ce sont des personnes, les adultescents, qui ont toujours besoin de ce qu'on pourrait appeler un nouveau shoot, c'est-à-dire quelque chose d'excitant, quelque chose d'intéressant. Elle recherche toujours, elle est toujours dans la recherche, un petit peu comme jamais vraiment satisfaite de ce qu'elle a ou de ce qu'il a, un petit peu toujours comme s'il doit rechercher quelque chose de plus ou moins nouveau. L'attrait de la nouveauté est très important pour les adultescents. Et un manque relatif de responsabilité. C'est une personne qui ne se contrôle pas vraiment, qui va pouvoir piquer des colères, qui va pouvoir vraiment se mettre dans des colères noires pour un rien, qui va tout d'un coup vous faire la gueule pour on ne sait pas quoi. Et là, vous voyez, c'est important de faire la différence, et c'est pour ça que je ne voulais pas parler du côté sociopathe, parce que certains de ces plans
de cette façon de penser est également le fait de manipulateurs divers. Et donc là, je veux bien faire la différence en disant que vous avez une personne donc, qui ne se contrôle pas, qui se victimise, qui recherche toujours un nouveau shoot, qui ne pense jamais aux autres, mais ce n'est pas une personne qui évite d'émotions comme le sociopathe dont on a parlé auparavant. C'est une personne qui a des émotions. Ce côté-là, il n'y a pas photo. Mais elle est relativement irresponsable. Elle, justement, du fait que c'est une personne qui ne pense qu'à elle, elle ne se contrôle pas trop et la responsabilité, c'est quelque chose qui est, peu importe. Tout ce qui lui arrive à elle, cette personne, donc c'est pas parce que je parle d'une femme, tout ce qui lui arrive à elle est extrêmement important. Elle est hypersensible pour tout ce qui peut lui arriver, tout ce qui peut lui être dit. Ça vient un petit peu en même temps ou dans la même catégorie justement il se met toujours en premier plan. Il n'y a qu'une seule personne qui est importante pour lui ou pour elle et c'est lui ou c'est elle. Ce n'est en tout cas pas les autres et ce n'est pas l'autre. C'est également une personne qui va manquer de discipline. Un petit peu comme les petits enfants, les enfants gâtés par exemple qui vont, je veux faire de l'équitation, ils font de l'équitation 5 fois, et puis après, ils en veulent plus, ils oublient, ils n'en ont plus envie. Je veux faire du karaté, ils font du karaté 3 fois, et après, ils n'en veulent plus. Ils achètent tout le matériel, etc., et puis après, ils n'en font plus. Donc, c'est une personne qui va essayer un peu tout, et qui va très vite abandonner, qui va très vite se lasser de différentes choses, et qui, en tout cas, aura beaucoup de mal, sinon l'impossibilité, de continuer dans la longueur, dans la durée, avec un projet, quel qu'il soit. À un moment donné, c'est une personne qui laissera tomber le projet, elle ne pourra pas tenir le coup, surtout si la récompense ne vient pas. C'est une personne à laquelle il faut un petit peu une récompense immédiate. Si c'est quelque chose qu'on est obligé d'attendre ou de travailler pour obtenir, etc., c'est quelque chose qui ne marchera pas. Il ou elle évite les confrontations également. C'est une personne qui va plutôt vous faire culpabiliser justement en faisant la gueule, plutôt que de vous confronter à ce qui ne va pas. Parce qu'en vous confrontant à ce qui ne va pas, il y a confrontation, il y a... ça, ils n'aiment pas trop, ils ne savent pas trop quoi dire, ils ne savent pas trop comment arranger les choses, ils ne peuvent que parler de ce qui ne va pas. Donc, une confrontation, ça viendra seulement, pourra-t-on dire, ça en viendra seulement au fait d'accuser, mais ça ne viendra pas sous la forme de solution. Donc, autant éviter les confrontations, vous donner vous faire culpabiliser pour vous faire revenir, parce qu'à partir du moment où vous culpabilisez ou vous pensez que c'est de votre faute, il est plus facile de revenir, la queue entre les jambes, pour faire marcher un petit peu le truc, et de cette façon, on évite et la confrontation et surtout les solutions. Et enfin, c'est une personne qui peut être infidèle. Alors notez bien le peut être. Ce n'est pas nécessairement une personne qui est infidèle. Et dans les cas d'infidélité, c'est plus souvent les hommes que les femmes. Ça vient justement avec le manque de responsabilité et de ne pas trop se contrôler. Alors si on est avec un partenaire un petit peu adultescent et qui justement a cette tendance à vous faire la gueule pour un oui ou pour un non, ou même des fois pour des choses que l'on ne sait pas, c'est quelque chose que vous avez peut-être à un moment donné fait une réflexion, vous avez totalement oublié cette réflexion ou c'était pas fait dans cette idée-là, dans cette optique-là, et pof, tout plante. Et en fin de compte, comme les choses se passent relativement rapidement, on n'est pas toujours sûr de ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas dit ou ce qu'on n'a pas fait, etc. On est un petit peu dans le noir quelque part. Et donc ça fait qu'on se pose des questions et puis on est très rapidement déstabilisé. Alors si tout d'un coup on est avec son partenaire et puis on se rend compte que, en fin de compte, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qui ne va pas, tu es en colère ? Non, ça va, c'est bon. Écoute, tu es en train de faire la gueule, là, il y a quelque chose. J'ai dit quelque chose ? Non, ça va, t'occupe pas tant que tu vas bien, toi, c'est pas un souci. Merde, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Donc, quand vous entrez dans ce genre de truc, quand vous entrez dans ce genre de situation, quand vous voyez que c'est quelque chose qui se répète. Alors là, je ne parle pas d'une personne qui se met en colère contre vous pour un sujet bien défini, qui va vous dire, bon, écoute, non, ça, je veux pas,
ça me met en colère, j'en ai ras-le-bol, j'ai pas envie que tu fasses ça, tu me fais trop souvent le coup, moi je préfère que tu fasses ceci, cela, enfin bref, ou tu me parles pas comme ça, j'aime pas le ton sur lequel tu me parles, et puis qui vous fait la gueule pendant un certain temps après, le temps, pourra-t-on dire, que la colère tombe. Ça c'est une chose. Non, non, là je parle de personnes qui vous font la gueule en fin de compte pour un oui ou pour un non, et des fois ça va trop vite pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. Et dans ce cas-là, mais que faut-il faire quand on est vis-à-vis d'un partenaire comme ça? Alors, première chose à faire, vous ne le prenez pas sur vous. C'est-à-dire que ça n'est pas votre faute. Ne commencez pas à culpabiliser. Ne commencez pas à vous dire « ça y est, merde, j'ai encore fait une connerie. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Souvenez-vous que nous parlons ici d'un comportement qu'une autre personne que vous a. C'est lui ou c'est elle qui se comporte de cette façon-là. Et elle se comportera de cette façon-là, peu importe ce que vous faites ou ce que vous dites. Tôt ou tard, vous allez dire quelque chose ou vous allez faire quelque chose qui risque de démarrer un drame. Donc, ça ne sert à rien de le prendre sur vous parce que vous ne pouvez pas, à l'heure actuelle, lorsque la situation est neuve, si on peut dire c'est comme ça, vous ne pouvez pas y échapper quelque part. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'arranger les trucs petit à petit et que la situation s'améliore. Mais ça, encore une fois, même ça n'est pas votre responsabilité, ça n'est pas votre faute et ça n'est pas votre, ce n'est pas votre responsabilité. C'est pas à vous de faire ce travail sur vous, mais c'est cette personne, lui ou elle, qui doit faire ce travail sur elle. Donc, 2, vous n'entrez pas dans son jeu. C'est-à-dire, ne commencez pas à faire comme on le fait par rapport aux enfants dont j'ai parlé au début de ce programme, en disant « écoute, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux du thé? Tu veux un café? Tu veux un morceau de chocolat? Tu veux que papa te donne de l'argent? Tu veux aller au cinéma ?» Enfin bref, ne commencez pas à entrer dans son jeu parce que dans ce cas-là, vous êtes perdu. Quelque part, entrer dans son jeu, ça va être valider ce comportement et ça marche. Donc si ça marche, pourquoi le changer? Quand c'est quelque chose qu'on peut faire comprendre à un enfant de 3 ans, je suis sûr que c'est quelque chose qu'on peut faire comprendre à un adulte de 30 ans, le cas échéant, ou de 40. Donc, première chose à faire, vous n'entrez pas dans son jeu et ça vous le faites en ignorant son comportement totalement. C'est-à-dire que vous vous comportez comme vous l'auriez fait si il ou elle ne boudait pas. Tout simplement. Vous ignorez totalement son comportement. Si vous répond, c'est bien. Si vous ne répond pas, c'est bien aussi. Si vous parlez, c'est bien. Si vous ne parlez pas, c'est bien aussi. Comportez-vous exactement, si vous avez des enfants, comportez-vous exactement comme vous l'auriez fait si il ou elle ne faisait pas la gueule. Vraiment, vous ignorez totalement ce comportement destructif. Et B, vous attendez qu'il ou elle prenne la responsabilité de ses émotions. C'est-à-dire que si, quand le sujet revient, si vous en parlez, et que vous vous retrouvez accusé d'avoir fait naître ces émotions, ça va être à vous de dire, bon écoute, je suis d'accord, éventuellement, parce qu'on peut tous faire des conneries, et il se peut que vous avez dit ou fait quelque chose qu'il ne fallait pas dire ou faire, on peut être d'accord là-dessus. Donc dans ce cas-là, vous prenez cette responsabilité-là, parce que c'est la vôtre. Mais bon, c'est vrai, je suis d'accord, c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû dire ça, je vais y faire attention la prochaine fois, ce que vous voulez. Mais par contre, tes émotions blessées, le fait que tu fasses la gueule pendant 5 jours, ça c'est ton problème et c'est à toi de le changer, c'est à toi de travailler là-dessus, c'est à tes émotions et c'est à toi de les travailler. Donc, vous faites bien la part des choses entre vos émotions, ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, et ce que l'autre a dit et fait, et ce que l'autre doit faire. Si vous avez fauté, parce que pourquoi pas, on faute tous, à vous de prendre la responsabilité, de demander pardon si vous avez vraiment dit une connerie ou si vous avez dit une connerie, et d'adapter votre comportement en conséquence. Et après, chacun prend ses billes et chacun les arrange. Enfin, avec cette méthode, vous devez vous attendre à un changement. Et le changement, c'est très simple. Il n'y a que 2 possibilités. Première possibilité, graduellement, après plusieurs
ce genre de situation, après plusieurs dialogues de ce genre, après plusieurs cas de ce genre, vous allez voir que la bouderie va durer moins longtemps, va s'améliorer, puis petit à petit, ça n'existera plus. Ou alors B, eh ben, il ne va pas supporter, ou elle ne va pas supporter que vous ne dansiez pas après sa pipe, et dans ce cas-là, il ou elle vous quittera. Mais là, encore, on peut se dire que, bon, quelque part, si une telle personne vous quitte, c'est peut-être pas la pire des choses qui puisse vous arriver, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'il ou elle ne veut vraiment pas changer, ne veut vraiment pas améliorer la vie de couple, améliorer le quotidien. Et dans ce cas-là, oui, mieux vaut arrêter avant que ça prenne trop de temps. Voilà, c'était donc le sujet d'aujourd'hui, la bouderie. Si vous avez d'autres questions, si vous avez envie que je traite d'un certain sujet, si vous avez un sujet sur lequel vous voudriez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à cyril@malka.fr et puis parlez-en moi et puis je verrai ce que je peux faire pour vous parce que ce sujet-là, en fin de compte, il m'a été proposé il y a pas mal de temps, ça doit faire plus d'1 an, par Marianne. Je l'avais mis de côté, je mets de côté ce genre de sujet pour le cas où j'ai besoin de... Bon, tiens, pourquoi pas, là, je suis en... Pourquoi pas ce sujet-là et je le prends. Donc n'hésitez pas. Et encore une fois, si vous voulez participer au webinaire en direct et poser vos questions en direct, ça se passe sur malka.tv. Voilà, c'est tout pour cette semaine, c'est tout pour ce webinaire. Je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours avec un autre sujet. Je vous dis à bientôt, bonne soirée, bonne semaine, au revoir.